Votre ordinateur travaille-t-il pour vous ou est-ce l'inverse? Entre les mises à jour imposées et les pistages de vos données, votre système actuel vous limite. Aujourd'hui, on change de dimension. On va explorer Linux, l'alternative ultime pour ceux qui veulent de la puissance brute, une flexibilité totale et surtout reprendre le contrôle de leur outil de travail. On voit ça ensemble maintenant. On a peut-être tous un vieil ordinateur qui traîne dans un coin, non? Un peu trop long, qui prend de la poussière, ou alors tout simplement la fin du support de Windows 10 est une source d'inquiétude. Eh bien, ce sont exactement ce genre de situation qui pousse les gens à regarder ailleurs. Allez, c'est parti pour un petit tour d'horizon. Promis, ça ne sera pas une conférence technique ennuyeuse, mais plutôt une invitation à découvrir comment on peut reprendre le contrôle de sa propre machine. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre ce qui est l'Unix, il faut commencer par son cœur, son moteur. Son moteur, c'est le noyau, ou kernel en anglais. C'est vraiment la pièce maîtresse. C'est lui qui fait le pont entre les logiciels qu'on utilise et les composants physiques de l'ordinateur, comme le processeur ou la mémoire. Sans lui, eh bien, rien ne marche. On peut imaginer un système Linux comme des poupées russes. Tout au centre, il y a le matériel. Juste au-dessus, le noyau qui dialogue avec. Puis vient une couche qu'on appelle le shell, qui permet de donner des ordres. Et enfin, la couche extérieure. Ce sont toutes les applications qu'on lance tous les jours. Ok, maintenant qu'on a vu la mécanique, demandons-nous pourquoi de plus en plus de personnes se laissent tenter par l'Unix. Qu'est-ce qui motive ce changement au fond? Le premier argument est-il de taille? C'est gratuit, mais ça va bien au-delà. L'Unix a cette réputation de redonner un coup de jeunesse à des ordinateurs qu'on croyait bons pour la casse. Elle offre aussi un contrôle total sur ses propres données, ses mises à jour et pour quiconque code ou analyse des données. C'est un outil puissant redoutable. Alors attention, un point essentiel à comprendre. Il n'y a pas un Linux. Non. Il existe sous forme de ce qu'on appelle les distributions ou distros. Ce sont en fait des versions complètes, prêtes à l'emploi. Chacune a son propre style. Et voilà un petit aperçu de cette incroyable diversité. Chaque logo représente une communauté, une version différente du design et des outils inclus. La grande majorité est développée par des communautés de passionnés et c'est entièrement gratuit. D'accord, mais alors comment choisir dedans? Ce tableau peut aider si on vient de Windows et qu'on ne veut pas être dépaysé. L'Unix Mint ou Zorin OS sont parfaits pour un très vieux ordinateur. Pepi Linux et Ubuntu sont des poids de plume. Et pour une expérience moderne, simple et bien finie, Ubuntu ou Pop! OS sont des valeurs sûres. Bon, assez de théorie. Passons à la pratique. Comment on peut essayer tout ça? Il y a deux grandes méthodes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont sans aucun risque pour son ordinateur actuel. En gros, il y a deux options. La première, c'est la machine virtuelle. C'est un peu comme avoir un ordinateur dans son propre ordinateur. On installe un logiciel et on lance Linux dans une fenêtre. C'est parfait pour tester sans rien toucher. La deuxième option, ce qu'on appelle dual boot. Là, on installe Linux à côté de son système actuel. Au démarrage, on choisit lequel on veut lancer. C'est l'expérience complète avec ses performances au top. Pour la première méthode, celle de la machine virtuelle, il y a un outil génial qu'on appelle VirtualBox. Il est gratuit, open source et il marche aussi bien sur Windows que sur Mac. C'est vraiment le point de départ idéal pour faire la main sans stress. Ok, imaginons que l'installation est faite. La question qui vient tout de suite, c'est et mes logiciels, mes habitudes, est-ce que je vais retrouver mes marques? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'écosystème d'applications sur Linux est incroyablement riche. Pour la bureautique, on a LibreOffice, une suite superbe et complète et surtout gratuite. Pour la photo GIMP, c'est une alternative très puissante à Photoshop. Bref, pour presque chaque logiciel connu, il y a des équivalents gratuits et performants. Et pour aller sur Internet, alors là, vraiment aucun souci à se faire. Tous les grands noms sont disponibles. Chrome, Firefox et même Microsoft Edge. L'expérience web est donc exactement la même. Parlons d'un sujet qui, pendant longtemps, était le point faible de Linux, le jeu vidéo. On peut le dire. La situation a complètement changé. C'est en grande partie grâce à Valve, la société derrière la plateforme Steam. Ils ont développé un outil incroyable qui s'appelle
Proton. En gros, elle permet à une immense partie de la bibliothèque de jeux Steam de fonctionner sur Linux. C'est simple, on met ses pilotes à jour, on installe Steam, on coche une case et pour savoir si un jeu tourne bien, le site ProtonDB donne tous les retours de la communauté. Pour conclure, on voit que passer à l'Unix, ce n'est pas juste un changement technique, c'est faire le choix de la liberté, de la personnalisation. C'est l'opportunité de donner une seconde vie à du matériel et de reprendre le contrôle sur sa machine. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir si c'est possible, mais plutôt par où commencer son exploitation. Avec toutes ces diversités, quelle sera la première porte d'entrée dans cet univers?